18h08, on est en direct sur Brut. Rémi Buzine va interviewer aujourd'hui François Ruffin. On est donc au sein de la rédaction de Brut. François Ruffin, donc c'est sa première interview, un média national depuis maintenant plusieurs mois, première interview donc depuis l'année 2019. Bonjour François Ruffin. Bonjour. On va parler de pas mal de choses, mais surtout de votre livre, que je vais peut-être vous laisser montrer à l'image. Voilà. Ça fait un peu promo. Qui est sorti peut-être plus au centre comme ça. Ouais, voilà, ouais, qu'on va voir là. Voilà. Ce pays que tu ne connais pas, bienvenue en France, monsieur Macron. Alors, j'aimerais d'abord vous poser cette question, justement, parce que ce titre, est-ce que ça veut dire quelque part que c'est un président qui est déconnecté du peuple pour vous, et pourquoi ? Je pense qu'il ne l'a jamais été. Donc, le point de départ du livre, c'est évidemment le mouvement des Gilets jaunes, et ce moment où il se clôt dans l'Élysée, ou alors où il va en voyage au Maroc, me semble-t-il, en Allemagne, en Belgique, tantôt pour inaugurer des lignes de TGV, ou enfin pour rencontrer les exilés fiscaux en Belgique, mais où jamais à aucun moment il ne se rend sur un rond-point, où il ne rencontre des auxiliaires de vie sociale, des assistantes maternelles, des intérimaires. Et finalement, bon, moi je dois dire que j'ai la manie de suivre le parcours d'Emmanuel Macron depuis qu'il est secrétaire général de l'Élysée. Donc ça fait maintenant plusieurs années, depuis 2012, et d'accumuler de la documentation sur lui. Et en réfléchissant à son parcours, on voit que finalement, à aucun moment, il n'a eu une relation avec les gens, avec le peuple, avec les intérimaires. Il a eu en permanence une relation avec l'oligarchie. Il a été élevé dans l'entre-soi bourgeois. Et je dirais que les grilles du lycée La Providence, derrière lesquelles moi aussi j'ai grandi, il ne les a jamais franchies. Il est toujours resté protégé par des institutions. Ça a d'abord été protégé par le lycée Henri IV, puis Sciences Po, puis l'ENA, puis la commission Attali, puis le secrétariat général de l'Élysée, il y a eu la banque Rothschild auparavant, le ministère de l'économie, retour à l'Élysée comme président, et finalement, je dirais même à l'inverse des gens qui s'élèvent d'habitude de devenir président de la République. En effet, on disait qu'il y avait un certain cursus honorarum qui faisait qu'on avait été maire, on avait été député, on avait eu un certain nombre de fonctions comme ça, qui même quand on était bourgeois, construisait à travers les permanences parlementaires ou à travers les offices HLM, un certain nombre de choses comme ça, une relation avec les gens normaux. Et Emmanuel Macron n'a jamais eu ça. Et finalement, même on regarde, son art, c'est un art de la séduction. Je crois que c'est Emmanuel Carrère, donc le grand romancier, qui dit que, suivant Emmanuel Macron, qui lui fait des clins d'œil, et lui, Emmanuel Macron saurait séduire une chaise. Et c'est vrai qu'il a une capacité à séduire, qui est indubitable, et il a successivement séduit toutes les personnes dans l'oligarchie dont il se disait « elles pourront me rendre service ». Il a eu, sur 20 ans, une stratégie de séduction de l'oligarchie. Alors c'est vrai que vous avez tous les deux grandi du côté d'Amiens, mais finalement, vous n'êtes pas connus dans la sphère scolaire. C'est-à-dire qu'il y avait quelques années d'écart entre Emmanuel Macron et vous. Il y avait 2 ans d'écart, donc jamais je n'ai rencontré Emmanuel Macron à ce moment-là. La première fois que je l'ai rencontré, c'est quand il était ministre de l'économie. Et j'étais arrivé sur une société qui s'appelait Ecopla à Saint-Vincent-de-Mercuse, dans l'Isère, donc dans la vallée du Grésivaudan, près de Grenoble. Et les gars me disaient, bah voilà, on est en train de se faire bouffer par notre patron, alors qu'on a un vrai marché, on fait des barquettes en aluminium pour l'industrie agroalimentaire. Ça pourrait marcher super bien, mais on a été repris par un actionnaire qui est en train de nous démolir. On a écrit des tas de courriers au ministère de l'économie, il nous a jamais répondu. Donc c'était à l'époque Emmanuel Macron. Et puis finalement, il y a un conseiller qui a reçu le patron, mais qui, nous, syndicats, nous, salariés, ne nous a jamais reçus. Et donc finalement, j'aurais dit, mais écoutez, tant que vous restez à Saint-Vincent-de-Mercuse, vous n'allez pas vous en sortir. Ce qu'il faut, c'est monter à Paris. Donc on est monté à Paris, on était voir Macron. C'était au moment où il venait de démissionner du ministère de l'économie, donc il était candidat En Marche déjà à cette époque-là. Et c'est là qu'a eu lieu ma première rencontre avec Emmanuel Macron sur un mode d'interpellation du candidat en lui demandant, mais comment ça se fait que vous y êtes jamais allé ? Finalement, il s'est rendu dans l'usine, ce qui a donné lieu pour Christophe Chevalier, donc le syndicaliste. Et vous racontez justement dans votre livre, c'est même des anecdotes sur la machine à café, sur sa façon de voir comment les usines fonctionnent, où vous avez l'impression qu'il ne connaît pas grand-chose finalement à ce qu'il voit. Le sentiment de Christophe, qui est
le salarié du Point qui tente de monter une société coopérative, c'est qu'il a affaire à quelqu'un qui est complètement déconnecté simplement de la réalité. C'est-à-dire qu'il lui donne un jeton pour utiliser la machine à café, il ne sait pas utiliser la machine à café, il lui propose un t-shirt en lui demandant quelle est sa taille, il ne sait pas quelle est la taille, et puis il visite l'usine et Macron demande qu'est-ce que c'est ça comme machine. C'est un tour pour tourneur-fraiseur, et il ne sait pas reconnaître un tour, ce qui pour Christophe est vraiment le comble, quoi, parce qu'il a cette culture industrielle. Mais surtout, c'est le moment où au ministère de l'économie, quand on lit le livre de Christian Eckert, qui était le collègue socialiste d'Emmanuel Macron en tant que ministre du budget à Bercy, on voit que à ce moment-là, que fait Emmanuel Macron? Il concentre toute son énergie dans une stratégie toujours de séduction de l'oligarchie. Et il produit des dîners, 2 dîners par soir au ministère de l'économie, avec des gens très célèbres, des Cyril Eldin, des Bernard-Henri Lévy, des Dominique Strauss-Kahn. Bref, c'est une stratégie de tisser sa toile d'araignée pendant le temps où il aurait dû se mettre au service du pays. Et Christian Eckert a cette formule en disant oui, c'est plus chic d'aller à Las Vegas et faire la French Tech, payé par les contribuables, ou de se faire payer des dîners pour construire son parti, que d'intervenir pour une fonderie d'aluminium. Donc voilà, dans ce temps où les salariés d'Ecoplast sont en train de crever la gueule ouverte, on a un ministre de l'économie qui, lui, fraye avec le Gotha en de multiples dîners mondains. Et ça a été le cœur de son activité. Ça, c'est quelque chose que je démontre dans mon livre. Dans votre livre, justement, le fait que Emmanuel Macron, ministre de l'économie, durant les derniers mois avant sa démission, c'était en fin août 2016, il y a beaucoup de temps de réception de personnes. Pour vous, ce temps, il est utilisé pour créer En Marche. Là, en l'occurrence, c'est pas moi qui le dis, c'est Christian Eckert. Ouais. Et je veux dire, c'est l'évidence même que toute son énergie est canalisée là-dedans, mais aussi l'argent public est canalisé là-dedans. Il a quasiment bouffé l'intégralité du budget du ministère à ce moment-là en 8 mois parce qu'il faisait des doubles dîners et ainsi de suite. Donc il a mis toute son énergie là-dedans. Mais même quand il était ministre de l'économie, là on l'apprend dans une petite biographie qui est plutôt glamour, qui s'appelle Les Macron. On apprend que, par exemple, Emmanuel Macron mangeait 1 fois par semaine chez Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche de France, le patron de LVMH, du groupe Carrefour, et surtout des Échos et du Parisien. Je veux dire, c'est quand même pas rien de se dire que le ministre de l'économie socialiste, enfin d'un gouvernement socialiste, avec beaucoup de guillemets de parenthèses, mais quand même, dîne 1 fois par semaine chez la principale fortune de France. C'est une relation là qui est établie avec l'oligarchie. Je démontre qu'il y a des services rendus à Lagardère, il y a des services rendus à Bolloré, il y a une relation de copains, c'est décrit comme tel, avec Xavier Niel, il y a la même chose avec Bernard Mourad qui est le bras droit de Patrick Drahi, des services rendus également à Patrick Drahi. Bref, Martin Bouygues aussi, on a cumulé des liens qui sont construits soit par des services rendus avec de l'argent public, soit par des relations régulières, et généralement les deux, qui font que l'oligarque, il devient je dirais, le jockey de l'oligarchie, et en particulier des patrons de presse. C'est une stratégie dirigée très directement vers les patrons de presse qui vont décider de miser sur le jockey Emmanuel Macron, lui prêter le meilleur cheval, de lui faire faire, de lui proposer des unes de magazines, de lui offrir des entretiens, de lui accorder des reportages réguliers et ainsi de suite. Ce qui, c'est d'ailleurs François Bayrou, quand même, qui est pas le plus gauchiste en la matière, qui parle d'une opération Macron. Il dit les grands intérêts financiers se sont ligués pour mener une opération. C'est l'opération Macron, et lui regrettait à l'époque, c'était avant qu'il se mette en cheville lui-même avec Emmanuel Macron, il regrettait que l'État soit mis au service. Voilà, en fait, il disait que c'était les intérêts économiques qui maintenant prenaient le pas directement sur le pouvoir politique, quoi. Et c'est ce qu'on voit se mettre en œuvre avec Emmanuel Macron. Et c'est pareil que vous faites presque tout au long du livre, dans la construction du personnage d'Emmanuel Macron, pas son enfance, mais son adolescence au fait qu'il devienne président de la République, c'est ces liens que vous établissez entre des personnes fortunées, d'influence, et qui ont aussi une importance dans le paysage médiatique. Ouais. En fait, j'écris, je pense, une espèce de biographie non autorisée d'Emmanuel Macron, reprenant étape par étape son cursus. Et traçant, mais je n'invente rien, je lis les pages, mais par exemple, en espérant en fait en permanence qu'il va établir
une relation avec les gens que moi, je croise depuis 20 ans que je suis reporter à Fakir. Donc les pays qui galèrent au secours populaire, les auxiliaires de vie sociale, les assistantes maternelles, Zoubir qui travaille sur le chantier d'insertion de la citadelle d'Amiens, et je me dis, mais quand est-ce qu'il les rencontre? Quand est-ce qu'il les reçoit? Quand est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire le surendettement? Quand est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire boucler un budget avec le SMIC ou avec le RSA? Enfin, quand est-ce qu'il comprend ce que signifie 5 euros d'APL? Enfin, voilà. Et en me montrant que finalement, dans son parcours, il ne peut pas comprendre ça parce qu'il n'y a aucun moment où il est en symbiose, en empathie avec les gens, avec le peuple, avec les classes populaires, avec les ouvriers, les employés, les chômeurs, les retraités à bas revenus. Par exemple, quand il est à la préfecture de Beauvais, dans l'Oise, je sais pas, j'ai un espèce d'espoir, là, il est stagiaire à l'ENA, il fait son stage à la préfectorale, qui est un stage traditionnel, et je me dis, bon, à ce moment-là, peut-être qu'il va nouer une relation avec les gens dans des commissions de surendettement. Il va y avoir quelqu'un qui va venir l'interpeller sur un sujet et il va sortir en boîte de nuit avec il ou elle. Et puis, ça va devenir une amitié et ainsi, il aura une intuition du populaire. Et qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre Henri Herman, qui est un grand patron de la grande distribution, qui va tomber amoureux au sens paternel d'Emmanuel Macron, et qui va miser sur lui, qui va lui donner tous les moyens de pénétrer les cercles de la gauche chrétienne voilà, jusqu'à la fin de sa vie, il va l'aider, y compris financièrement, en payant son mariage, en finançant ses vacances à Marrakech et ainsi de suite. Et Emmanuel Macron, on s'est dit dans un papier du Monde, voit bien tout l'intérêt, mais y compris l'intérêt matériel qu'il a à devenir ami avec Henri Herman. Donc il y a une vraie stratégie là de construction de sa carrière grâce à des amitiés intéressées, quoi. Vous parlez de biographie non autorisée. Comment vous avez pris contact avec certaines personnes? Comment vous avez construit Non, je dois vous dire avez que pris des citations? Non, je dois dire que, vous savez, moi je pense, je vais me la raconter, mais je m'en fous. Non, je pense que j'écris une pièce littéraire quelque part. Donc il y a une énorme documentation parce que ça fait des années que je cumule la doc sur Emmanuel Macron. Et après, il y a une espèce de, je sais pas. J'essaie de me laisser aller et d'imaginer ce que c'est d'être dans la psychologie d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été à la Providence, à Henri IV, à Sciences Po, à l'ENA? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été adolescent, adulé par tout le monde dans son entourage, par ses élèves, ses compagnons au lycée, oui. par ses enseignants, d'être adulé comme ça en permanence? J'essaye de me mettre à sa place et d'écrire le récit de destin croisé avec ce troisième personnage central, à mon avis, qui sont les gens, qui sont les Français, qui sont les gens que je rencontre et qui ne rencontrent pas, quoi. Puis vous faites le parallèle avec votre vie à vous. C'est-à-dire d'un côté où vous faites le portrait d'un Emmanuel Macron à qui tout réussit, tout le monde tourne déjà autour de lui très vite, très jeune. Et puis d'un autre côté, vous, on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué, on vous parle même de termes dépressifs, c'est des termes assez forts, on a l'impression qu'il y a vraiment deux trajectoires différentes à ce moment-là. Mais vous savez, je crois que, même encore maintenant, et ça c'est pour le moins qu'on puisse dire, c'est évident que moi, j'ai un sentiment de médiocrité régulier, en particulier à l'adolescence, et je me demande si je vais m'en sortir un jour, de sentiment d'être nul, d'être une merde, de pas trouver son chemin, où est-ce qu'on va être valorisé, est-ce qu'il y a des gens qui vont nous aimer, enfin tu vois, je sais pas, je pense qu'il y a plein de jeunes qui traversent cette phase-là et il y a des gens qui malheureusement y restent. Mais et comment on passe au-dessus pour vous? Alors moi je vais d'abord dire ce que ça apporte, parce que je pense que ça lui manque à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que pour vous c'est important de connaître ses difficultés, ouais. De se sentir médiocre, et c'est important de s'en souvenir, Donc moi, tu vois, de savoir ce que c'est que d'être fragile, de pas croire qu'il suffit de traverser la rue, si on veut, on peut, quand tu peux gagner, on est des winners. Non, c'est pas vrai. Il y a une fragilité dans le cœur de l'homme. Moi, j'ai une fragilité en moi, tu vois. Il y a des failles, je sais que je peux chuter, et ça me donne la possibilité, par l'empathie, de comprendre ce que les gens vivent, au-delà de la situation matérielle, la difficulté à remplir un frigo, mais quand on se sent pas bien dans sa peau, quand on se demande si on va trouver une place dans la société,
Qu'est-ce que ça veut dire que d'arriver dans une agence d'intérim et de se faire jeter quasiment son CV ou de reposer le CV sur la table, un CV qui est à moitié vide parce que tu as 20 ans, que en effet tes stages, tu as du mal à déjà en trouver, alors te trouver du boulot. Bon, il faut réussir à se mettre à la place du mec qui vit ça, quoi. Et se voir ce qu'il peut y avoir comme violence en face. Et ce qu'on ressent dans tous les propos d'Emmanuel Macron, dans cette arrogance qui perce quand même régulièrement, c'est qu'il y a une incapacité de se mettre à la place de l'autre. Il arrive à se mettre à la place des gens qui ont l'impôt de solidarité sur la fortune à payer ou qui avaient l'impôt de solidarité sur la fortune à payer. Et voilà, c'est une calamité pour eux, c'est bien difficile à vivre et tout ça. Il arrive à compatir avec ça. Il n'arrive pas à compatir vraiment, puissamment, avec des gens qui sont dans la galère matérielle, mais aussi dans la galère spirituelle, qui doutent d'eux-mêmes. Tu vois, et je pense que moi j'ai eu une longue traversée du désert, on peut dire, mais elle m'a nourri. Et je dirais une autre différence. Je pense que c'est ce qui peut dans le livre faire le plus mal à Emmanuel Macron. C'est, je le revendique. J'ai une œuvre. Tu vois. Moi je place l'art au-dessus du pouvoir. Quand j'étais adolescent, il y avait un portrait de Cavana dans ma chambre. Il y avait une citation de Desproges, il y avait des dessins de Wolinski, il y avait une photo de Renaud, il y avait la photo de Brel Brassens Ferré, il y avait un portrait de Kundera, et j'aurais voulu être un artiste. Et j'ai la chance, je me la raconte, mais je m'en fous, j'ai la chance d'être devenu un artiste qui fait de la politique, mais je suis un artiste. Je fais des films, j'ai fait des émissions de radio, je produis des livres, et je ne produis pas juste du reportage, je les écris, j'essaye d'avoir une langue, de choisir mes mots. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, tu vois, c'est un livre qui, là, pour le coup, est écrit très rapidement, mais c'est en tant qu'écrivain que je le fais. Mais ces sentiments qui étaient les vôtres à l'époque, justement, très... on va dire, critique à votre rencontre, ou d'un état d'esprit voilà, dépressif, etc. Comment vous l'avez surmonté? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des symptômes de l'époque? Ouais, évidemment. Et je dirais, je m'applique à les avoir par moments. Je m'applique à me souvenir l'homme fragile. C'est pas fragile, je suis toujours. Mais l'homme... qui n'avait pas de valeur dans la société, qui n'était reconnu par personne. Là, c'est vrai que je viens de... Tu vois, entre la bouche de métro ici, je ne veux pas me la raconter, mais il y a 2 personnes qui m'ont salué sur le trottoir, et le mec qui passe à vélo, qui m'a dit « Ah, Ruffin !» Tu vois, bon, bah tant mieux, ça fait du bien. Tu vois, une reconnaissance. Je pense que la reconnaissance, il faudrait étudier ça, mais ça produit juste la reconnaissance par les autres, tu vois. C'est la principale came. Ça te fait bien? Oui, c'est évident. C'est évident, je pense que même, il doit y avoir des hormones de la reconnaissance. Est-ce que c'est pas l'ego finalement? Oui, mais moi, je vois, l'ego, moi j'ai de l'ego, j'ai de l'orgueil, j'ai de l'ambition. J'espère et je pense que c'est une ambition buissonnière, qui n'est pas l'ambition autoroutière normale, mais j'ai de l'ambition, je veux dire, tu fais pas des films comme je fais, tu portes pas un journal pendant 20 ans comme je l'ai fait, si t'as pas de l'orgueil, de l'ambition et de l'ego, c'est évident. Donc, après, c'est à quoi tu le mets, au service de quoi tu le mets. Est-ce que c'est juste une ambition normée du parcours où tu grimpes, tu vois, des strates les unes après les autres? Enfin, voilà. Donc, alors, tu me demandais quand même comment je l'ai surmonté. D'abord, j'ai beaucoup travaillé quand même. Tu vois, j'ai énormément écrit. Je pense que j'ai écrit plusieurs milliers de pages qui n'ont pas été publiées. Donc j'ai travaillé une langue. Et puis j'ai eu la chance, par le même éditeur, d'avoir mon premier livre, Les Petits Soldats du journaliste, qui a été publié, qui a rencontré un certain succès. Bon voilà. Mais je crois que je m'en suis sorti par les gens. Il y a une scène de La vie est belle de Capra que je ne cite pas dans le livre. Mais dans La vie est belle, le héros, c'est un banquier. Mais un banquier honnête. Donc un banquier ruiné, film de Capra. Un soir, comme il est ruiné, sa femme le quitte, il bourre la gueule au bistrot, il conduit sa voiture, bam, il envoie sa voiture dans un arbre et il a envie de se suicider. Il grimpe sur un pont et il est prêt à plonger dans la mer ou la rivière en dessous. Et là, il y a son ange qui apparaît. C'est un ange de 3e classe qui n'a pas encore les ailes parce qu'il n'a jamais réussi à sauver personne. Et là, l'ange, il plonge dans l'eau. À ce moment-là, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il saute aussi. Et il ramène l'ange sur la rive, tu vois. Et l'ange lui dit « Ah, t'as vu, je t'ai bien sauvé.
Le héros, il dit non, mais attends, tu racontes n'importe quoi, c'est moi qui viens de te sauver. Et là, l'ange, il dit non, je t'ai sauvé en me laissant me sauver. Et je crois que moi, ce qui m'a sauvé, c'est ce qui me sauve encore, ce sont les gens. Ce sont les gens que j'aide, mais quand tu aides quelqu'un, c'est toi-même que tu aides aussi. Et voilà, je crois que profondément, c'est mon rapport aux gens. Je sais que quand je vais pas bien, tu tends à te replier comme une tortue dans sa carapace, tu vois. Et moi, il faut trouver le moment où tu vas quand même réussir à sortir de toi et sortir de chez toi et aller rencontrer des gens qui vont te raconter leur histoire. Tu vas essayer de t'y mêler et c'est ça qui va me sauver. Voilà, et c'est comme ça que je me sauve depuis 20 ans. Voilà. Vous n'avez pas de l'ambition aussi, quelque part? Oui. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui parlent de votre avenir à plus long terme. Je sais que notamment, à la fin du livre, vous avez parlé d'un projet des droits du livre, d'un projet pour préparer autre chose. Il y en a certains qui vous voient, pourquoi pas, être une alternative à gauche, même pour 2022, parlons loin, mais qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Est-ce que ça peut être une possibilité? Moi, en tout cas, cette obsession, je vis aujourd'hui. Je vis et je publie ce livre maintenant et je veux du soleil maintenant et je le diffuse maintenant parce que je veux qu'il y ait des choses qui arrivent maintenant. Tu vois, je veux que, moi je suis plus un homme de mouvement social et j'aimerais que le 17 novembre qu'on a eu cet automne, il recommence ce printemps. Donc moi j'espère que mon nom restera dans l'histoire de la gauche, tu vois, pour dire les choses comme ça. Ça fait partie de mon orgueil, mon ambition, qui reste par des livres, par des films, qui reste aussi par la création de mouvements sociaux. Et si jamais il pouvait y avoir un immense boom ce printemps, c'est le truc qui me rendrait le plus heureux. Donc je suis pas justement à tout ça. Est-ce que député finalement ce n'est pas un rang peut-être pas assez élevé par rapport à vos ambitions, tu vois, mais pour pouvoir faire bouger les choses? Ouais, mais c'est pas. Moi, je savais ce que j'aurais comme possibilité comme député, c'est un rôle de tribune. Je savais que c'est pas l'action législative. De toute façon, il faut que tout le monde le sache. Ça n'est pas à l'Assemblée que se fait la loi. C'est du bidon. C'est du bidon. La loi, c'est les désirs du président, c'est construit techniquement par les ministères et c'est validé par l'Assemblée. Mais c'est un rôle de validation de la loi. Donc je savais très bien que ça serait pas là-dessus, tu vois, si je passe un amendement ou 5 amendements dans la totalité de mon mandat, ça sera le mieux. Mais je l'ai dit d'emblée à mes électeurs dans ma circonscription, je leur ai dit, je vous promets pas la lune, je vous promets qu'un truc, je ne courberai pas les chines. Finalement, c'est plus une visibilité? Oui, c'est sûr. C'est une visibilité, c'est je ne courberai pas les chines, c'est espérer un phénomène de contagion. Qu'en se disant, bon, Ruffin, il a fait ça. Il y a un style, tu sais. Je pense que je suis en train de proposer un style. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres styles et puis tout ça, mais il y a un style. Tu sais, le style, c'est l'homme. Bon, voilà. Il y a un style. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui auront envie de bouleverser cette assemblée ou d'autres assemblées, ou de s'impliquer politiquement, parce que j'aurais produit une contagion, une espèce de libération, tu vois, libération de la parole. La manière dont je parle, je pense que ça s'entend aussi, je veux pas, mais... c'est spontané. Ouais, tu vois, j'ai pas appris à faire de la langue de bois et j'ai pas envie d'apprendre, même si ça me vaut pas mal de désagréments. Et justement, sans langue de bois, ça veut pas dire, justement, par rapport à toute l'ambition qu'est la vôtre aujourd'hui, justement, c'est de faire bouger les choses dans le pays, c'est pas finalement d'être président de la République? Non, enfin, moi, en tout cas, je sais que aujourd'hui, je ne veux pas de ce président, mais je veux pas de président. Vous ne voudrez pas avoir sa place aujourd'hui? Non, je veux pas sa place. Tu sais, je pense que pour parler de Mélenchon ou de Macron, deux hommes pour lesquels j'ai pas du tout la même estime, hein, je ne sais pas si ça va se faire, à mon avis, question, mais je n'envie pas leur place. Je veux dire, il faut voir que le pouvoir, c'est quelque chose qui enferme. Moi, je le vis déjà comme député, tu vois, j'ai moins de temps à consacrer aux gens, sans parler de mes enfants, tu vois. J'ai moins de temps à consacrer aux gens et c'est l'espèce d'échappée que j'arrive à faire. Tu vois, alors hier, je suis allé voir les Restos du Cœur à Vignacourt, et puis après, je suis allé re-rencontrer Katia pour qu'elle me raconte comment ça s'était passé, sa séparation, parce que c'est pas vrai que tout est fait du côté des forces de police, des assistantes sociales, de toutes les institutions, pour permettre aux femmes qui sont mal, y compris en prenant des coups leurs enfants, pour se séparer de leur mari, enfin ce schisme entre la réalité et la théorie de Marlène Schiappa dans l'hémicycle, quoi. Donc voilà, et je vais du soleil en 6 jours, dans une espèce de, tu vois, de brèche que j'ouvre dans mon agenda. Donc je vois déjà comment ça me renferme. La ministère, c'est encore des murs qui sont plus épais avec les gens, tu vois. Et donc, c'est comment tu fais...
d'un groupe parlementaire comme Jean-Luc Mélenchon ou d'un... Non, mais tu sais, j'en vis pas du tout, Jean-Luc. J'ai dit pour rire, mais enfin, c'est pas tant pour rire que ça. J'espère qu'il va pas me piquer ma place. Parce que moi, j'arrive à jouir d'une immense liberté, tu vois. Quand même. Tu vois, là, je disparais pendant 3 mois. Zéro média. J'ai continué mon travail quand même hein, dans l'hémicycle. Un peu en retrait, faut le dire, mais bon. Mais pour écrire un bouquin, pour faire un film, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas cette chance. Moi, j'ai cette chance, tu vois. Je cite dans le livre la fable de La Fontaine, Le loup et le chien. Moi, j'espère ne pas avoir de collier. Je ne veux pas de collier. Je veux pouvoir courir et courir encore, quoi, tu vois. Parlons justement quand on parle tout à l'heure de cette déconnexion. Dans le livre, justement, il y a cette idée par rapport aux fins de mois, où vous évoquez le fait que Emmanuel Macron l'évoque plusieurs fois. Pour vous, c'est un cliché des années 70, vous dites maintenant la fin de mois, ça n'existe plus. Elle commence le 9. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est beaucoup plus préoccupante aujourd'hui qu'elle ne l'était peut-être il y a 30 ou 40 ans. Et puis au-delà de ça, ce problème des fins de mois, je sais que vous l'avez beaucoup illustré dans votre livre, justement, de par ces situations personnelles, de par ces personnes qui ont des très faibles ressources et qui sont peut-être aussi à l'image de ce qu'on peut voir au sein du mouvement des Gilets jaunes actuellement. Ouais, bon, c'est vrai que quand Macron il fait son discours, là, tu vois, c'est le 9 décembre, je crois, avec les mains comme ça, là, un peu statue de cire au musée Grévin. Tu te souviens, non? Bon, et on voit qu'à un moment, il essaye de dire « Je les ai vus, ces femmes de courage, sur les ronds-points qui peinent à finir leur mois. » Bon, il y a un côté, on sent que c'est pas vécu, que c'est pas habité chez lui, que bon, voilà, c'est des éléments de langage, il faut le mettre dedans, il les a pas tellement vus sur les ronds-points, ces femmes de courage. Bon, voilà, et c'est vrai que moi, je n'ai pas entendu pendant ma traversée de la France les fins de mois, parce qu'on est passé à autre chose, tu vois. On est passé que le 15 du mois, c'est déjà la galère, le 9 du mois, c'est déjà la galère. La situation, elle s'est durcie par rapport à... et ça s'est massifié. Juste dire pourquoi j'ai, moi, aussitôt accroché au mouvement des Gilets jaunes. Bon, d'abord parce qu'il y a un côté barré. Non, un côté inattendu. Tu vois, ça sort du cadre. C'est un truc qui se lance sur Facebook. Les gens, ils décident de revêtir des chasubles jaunes, d'aller occuper des ronds-points, de ne pas quitter le truc le samedi soir, d'aller sur les Champs-Élysées. Bon, c'est un truc barré. Et donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens à gauche, dans les syndicats et tout ça. Si ça sort du cadre, ça leur va pas. Moi, je dois dire que c'est parce que ça sort du cadre que ça me va. Donc, il y avait déjà une espèce d'esthétique qui me plaisait. Mais surtout, tu sais, les gens que j'ai croisés là, ce sont les mêmes que j'ai vus pendant 20 ans. Sauf que pendant 20 ans, ça se chuchotait dans leur cuisine, le frigo à moitié vide, la peine à mettre son enfant en centre de vacances parce qu'on n'a pas les ronds à payer à la mairie, l'impossibilité de partir en vacances, bref, la difficulté à accéder à un espèce de bonheur conforme, et ça se chuchotait avec honte. Et le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, c'est ce temps où on passe de la honte privée à la colère publique. Et moi, quand je voyais les gens chez eux, fallait changer leur prénom, ou alors on mettait des initiales, fallait surtout pas prendre de photos, encore moins filmer. Et là, ça a été le moment du grand déballage, où sur les ronds-points, on venait passer, je le dis, de la honte privée à la colère publique, on venait passer du silence à la revendication, on venait passer de l'invisibilité à l'hypervisibilité avec un gilet jaune fluorescent. Bon, donc c'était ce temps où on sortait de chez soi et on sortait de soi aussi, un temps de libération de la parole. Donc c'est vrai que moi j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussitôt arriver avec... moi c'était un stylo, mais Gilles Perret voulait la caméra, c'est Gilles qui a voulu le film, avec un espèce de sismographe de ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a vécu un moment... extraordinaire dans notre histoire de France, qui continue, dont j'espère qu'il va y avoir une résurgence importante ce printemps et qu'à nouveau on va voir ce qui était des isolés, c'est-à-dire les auxiliaires de vie sociale, les auto-entrepreneurs, les assistantes maternelles, les personnes handicapées, toutes ces gens que d'habitude on voit jamais, qui se mettent à venir ensemble sur les ronds-points. C'était très beau, quoi. Et c'est vrai que vous l'évoquez aussi dans votre livre par rapport à la confiscation de la parole médiatique, où vous avez évoqué le fait que c'était plus des gens riches, fortunés, qui avaient un temps d'antenne. Vous avez pris l'exemple notamment avec France Inter. Comment
comment ça se fait que d'un seul coup, voilà, ce mur s'est franchi, personne n'avait vu venir finalement ce qui s'est passé, non? Bah, ouais. On a l'impression que même d'un point de vue politique, même ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui suivent ces mouvements sociaux, n'ont pas vu venir ce mouvement des Gilets jaunes et cette récupération de la parole médiatique, eux qui étaient, vous en faites état dans votre livre, avec peut-être un temps de parole de 5 à 10% d'un point de vue général. J'ai posé la question ce matin, puisqu'il y a une étude du CSA, donc du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui vient d'être rendue, et qui dit que les CSP+, dans les informations, ont 88% du temps d'antenne. Ça veut dire qu'il reste 12% pour les retraités, les chômeurs, les ouvriers et les employés, c'est-à-dire pour l'immense majorité du pays. Bon, les Gilets jaunes ont été ce temps extraordinaire aussi, où ils se retrouvent sur les plateaux télé, pour des mauvaises raisons aussi, c'est-à-dire que ça fait l'audimat. BFM s'est rendu compte que quand il y avait des gens normaux qui apparaissaient, finalement, les représentants ordinaires qui arrivent avec leur langue toute faite, ou les experts, à un moment ça fait suer les gens. Et entendre des gens qui ont un langage beaucoup plus normal, qui parlent de comment ils vivent dans l'hôpital, du camion qu'ils conduisent, de leur frigo, finalement cet ordinaire-là il fait de l'audimat. Donc quelque part, pour de mauvaises raisons, mais il y a eu une forte présence des Gilets jaunes cet automne. Après, pourquoi il y a eu les Gilets jaunes? Moi je me souviens que j'avais lu le bouquin de David Dufresne qui s'appelait, je crois, 2 heures avec Brel. Je suis un fan de Jacques Brel. Donc il a écrit un livre sur Vesoul en fait. C'est est-ce que Brel est allé à Vesoul, est-ce qu'il n'est pas allé à Vesoul, comment il a eu l'idée de chanter Vesoul. Bon, et en fait je pense que quelque part il y avait déjà un portrait de la France qui allait devenir gilet jaune. Mais surtout à l'intérieur, il avait cette phrase: comment un président peut-il parler aux pauvres d'un pognon de dingue sans rendre les pauvres dingues? Mais finalement, si quand même, il les a rendus dingues. Le point de départ des Gilets jaunes, je veux dire, c'est Macron démission. C'est quand même, ça a été le grand fédérateur de l'automne. Parce que il a ajouté l'injustice. Je veux dire, comment ne pas voir la violence quand on décide de supprimer l'impôt de solidarité de la fortune, 5 milliards d'euros pour les plus riches de ce pays qui ont vu leur fortune multipliée par 7 en 20 ans, bon, qui vont quand même plutôt bien. Et de l'autre côté, aller gratter 5 euros d'APL, aller supprimer les contrats aidés, aller imposer de la CSG aux retraités. Bon, il y a une évidence de l'injustice, c'est tellement criant. Et ça, fait avec arrogance sur le thème, les gens qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires, et puis tout ça. À un moment, c'est au-delà de la difficulté à vivre, c'est une forme de dignité qui est blessée chez les gens. Ils réclament le respect. Respectez-nous au moins. Vous êtes notre président, respectez-nous. Et je pense que c'est ça qui a été un déclencheur. Donc c'est parti sur le gasoil. Mais moi, dès le 17 novembre, on voyait que c'était pas le gasoil, c'était le social de manière beaucoup plus générale, quoi. Après, moi, ce que je regrette dans tout ça, c'est la destruction des ronds-points, quoi. T'as qu'il y a eu l'ordre à partir de fin décembre d'évacuer les ronds-points. Je pense que c'est catastrophique parce que, je comprends, du point de vue du pouvoir, il a raison, le pouvoir, parce que, en fin de compte, c'était le lieu où se retissait du lien. Les gens, ils venaient là pour revendiquer, pour distribuer les papiers, pour bloquer un peu, mais ils venaient aussi pour se retrouver, pour partager en café, parce qu'ils en avaient marre, on le raconte, d'être devant leur télé ou devant leur console de jeux vidéo tout seul, quoi. Et donc, c'était le lieu où se reconstruisait le lien. Et le pouvoir a fait le choix, avec des bulldozers et avec les matraques des forces de l'ordre, d'évacuer le mode de protestation le plus pacifique, et je dirais même enfantin. Construire des cabanes en bois, aller récupérer des portes à droite et tout ça, avec un vrai savoir-faire populaire, aller rajouter une cuisine, enfin voilà, il y avait tout ça. Et ce savoir-faire populaire et enfantin, le pouvoir l'a cassé. Il a cassé le lieu où se reconstruisait le lien. Parce que le pouvoir a raison, c'est que quand les gens se mettent ensemble, quand ils commencent à se parler, quand ils commencent à se rassembler, c'est en effet une menace pour l'ordre. Et donc, de ce point de vue-là, il a raison. Maintenant, il ne faut plus qu'il nous parle de retisser du lien social. Tu vois, j'entends les ministres, le président, des sociologues, des économistes, des philosophes dire qu'il faut retisser du lien social. À l'endroit où ce lien se retissait, ils l'ont détruit. Alors, moi, quand j'ai lu votre livre, j'ai vu aussi justement le rejet du personnage que vous avez d'Emmanuel Macron, où vous dites même, page 44, c'est physique, c'est viscéral, c'est très mal, vous en avez même honte quelque part. Vous dites, mais voilà, j'ai un rejet physique, viscéral du personnage, et vous pensez qu'il y a des millions de personnes qui le pensent aussi. Oui. C'est-à-dire pour vous, voilà, il y a vraiment, au-delà de ce qu'incarne cette personne, au-delà
de ses idées, de ses pensées, il y a aussi quelque chose qui va sur le physique. Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, si on replace le passage dans le contexte plus général, je dis bien que je ne suis pas fier de cette réflexion-là, mais mais comme je suis quelqu'un de sincère, de toute façon, les corps, ils parlent. Mon visage, il est en train de parler, la manière dont mes mains bougent est en train de parler, mon physique parle, on dégage quelque chose de social au-delà de seuls mots ou des seules idées qu'on prononce. Donc voilà, ce qu'il y a chez Macron, c'est un côté maître de l'univers. J'évoque ce roman de Tom Wolfe, Le bûcher des vanités, où les traders de New York ont le sentiment d'être un peu les maîtres de l'univers et ils portent ça dans leur corps. Et je pense qu'il y a un côté comme ça, quand on voit Emmanuel Macron sûr de lui en permanence. Quand tu n'es pas sûr de toi, à un moment, Mais il faut dire aussi que plus loin, je dis... Mais j'ai tort de penser comme ça, ce sont des a priori, il ne faut pas penser avec ces a priori-là, rejetons-les, donnons-lui sa chance, voyons bien ce qu'il fera. Et ensuite, les actes traduisent quand même qu'il va constamment se placer du côté de l'oligarchie plutôt que du côté de la démocratie, quoi. Mais après, moi, c'est un livre, je revendique comme étant un ouvrage de littérature, c'est-à-dire où je viens, parler franchement de ce que je peux ressentir et qui n'est pas toujours ce qu'il y a de plus glorieux. Mais je pense que tu vois, la manière dont tu t'habilles, le sweat que tu as choisi, ta barbe là, aujourd'hui, ton œil qui pétille, non, mais voilà, ton rire, la manière de rire, tout ça, ça dégage quelque chose qui est... une personnalité, qui relève de l'appartenance de classe. Eh ben, il y a des gens, ça prend pas, tu vois, ça prend pas. Et je pense que, oui, je suis pas le seul, mais après, je dis bien, je suis pas fier de ce réflexe-là. Et voyons ce qu'il va donner, comme à cette époque-là, comme secrétaire général de l'Élysée. Je dis, bon, bah, si ça se trouve, c'est lui qui va être la courroie de transmission et qui va permettre à l'Élysée de faire entrer les Peggy, les Marie, les Zoubir, les Cindy, les auxiliaires de vie sociale, les intérimaires, les amener au président de la République de l'époque, François Hollande, pour qu'il écoute ce que veut le peuple ou bien quelles sont ses souffrances, et que c'est par Emmanuel Macron que ça va passer. Ben non, c'est pas du tout ça qui se passe. Laurence Parisot et tous les autres le racontent. Au contraire, il était le canal par lequel tous les dirigeants du CAC 40 passaient pour imposer leur vue, à commencer par le pacte de responsabilité, le crédit impôt compétitivité emploi. Bref, le fait que Hollande mène une politique de droite sur le plan économique et social, c'est largement dû à Emmanuel Macron. C'est l'influence d'Emmanuel Macron qui fait basculer pour... Non, je veux dire, Hollande, il n'était pas férocement à gauche, c'est clair, mais il est évident que à tous les moments, Emmanuel Macron a pesé pour que on aille vers plus de libéralisme, quoi. Mais au travers le roman, enfin le récit que vous faites, on a l'impression que Emmanuel Macron finalement était presque déjà semi-président, mais qu'il avait déjà une influence énorme sur la politique du président de l'époque. En tout cas, je pense qu'il avait une influence, oui. Il était à l'oreille un peu molle de François Hollande, qui avait d'autres personnes. Je veux dire, quand Macron a été remplacé, il a été remplacé par des personnes qui venaient... Il remplaçait quelqu'un qui avait été chez Rothschild aussi, il a été remplacé par des gens qui venaient, je sais plus, c'est Merrill Lynch, Barclays ou n'importe, mais enfin, en espèce de fusion entre de voies de passage en permanence entre les grandes banques et le secrétariat général de l'Élysée ou Bercy. Enfin, c'est comme s'il y avait un mode d'appartenance de la caste un peu uniforme où les banques d'affaires et les dirigeants politiques du pays, qu'ils soient de droite ou gauche, c'est fusionnel, quoi. Vous évoquez la communication du président, le fait justement qu'il ne va pas parler aux gens sans qu'il y ait des caméras ou autre. Dernièrement, il y a une séquence qui a fait beaucoup réagir, c'est celle d'Emmanuel Macron présent à une maraude. Alors on ne l'a pas su tout de suite parce qu'il n'y avait pas de journaliste qui avait été convié. Il y a des images qu'on fuitait ensuite via une photographe de l'Élysée. Finalement, cette séquence-là, ça vous inspire quoi ? Ce que je dis, donc Emmanuel Macron grandit, et il grandit politiquement en milieu protégé. Tout son parcours se fait dans des institutions. Il n'y a qu'un seul moment où, et c'est un moment important, où il va franchir ça et aller davantage vers les gens, et par exemple chez Whirlpool à Amiens, mais c'est pendant la campagne présidentielle et aujourd'hui comme président de la République. Maintenant, il faut faire attention à ce que dit Emmanuel Macron. Il dit « je vais au contact ». C'est son expression permanente, c'est au contact, au contact, au contact. La communication de l'Élysée, elle répète ce « au contact ». Macron lui-même, enfin bon, voilà, c'est l'expression consacrée. Que veut dire « au contact » ? Au contact, ça veut d'abord dire quelque chose qui est juste la forme la plus primitive, la plus primaire
de communication. Là, je renvoie aux fonctions de Roman Jacobson sur le langage, mais le contact, c'est on touche et puis on va ailleurs, quoi. Et finalement, le contact, ça n'est que le début de l'échange, normalement. Et on échange plus longuement ensuite. Mais Emmanuel Macron est quelqu'un qui, quand il va vers les gens, va au contact. C'est bref, et au contact, ça peut induire aussi du heurt. Il est fier de dire qu'il va finalement, comme un boxeur entre sur le ring, heurter les gens parce qu'il ne faut pas les caresser dans le sens du poil. Voilà son rapport aux gens. Et la maraude relève de ça. Est-ce que l'une des personnes qu'il a croisées dans la maraude va désormais venir toutes les semaines à l'Élysée pour prendre l'apéro avec lui, pour lui expliquer sa vision du monde, les difficultés qu'il a à trouver un logement, pourquoi il trouve pas de travail. Enfin voilà, tu vois, il y a le contact s'oppose à la relation à ce moment-là. Et évidemment, autant il est au contact un peu parfois des gens normaux, autant il est en relation, en lien permanent avec l'oligarchie. Avec Bernard Arnault, avec qui il dîne une fois par semaine, avec Bernard Morad, qui était le bras droit de Patrick Drahi, BFM, RMC, et qui l'appelle mon lapin, qui lui envoie des textos permanents, avec Xavier Niel, qui est son copain, et je sais plus, ils dînent ensemble 2 fois par semaine, Xavier Niel, qui est marié à Delphine Arnault, la fille de Bernard, avec Bernard Arnault, Brigitte Macron a été la prof des enfants de Bernard Arnault, donc on a un milieu comme ça assez fusionnel, où là, on n'est pas au contact, un petit coup comme ça, avec des tweets qui apparaissent, mais on aimerait qu'il y ait les mêmes photos, les mêmes tweets. Moi, j'ai demandé aujourd'hui en commission des affaires économiques là sur la loi Pacte qu'on ait un registre des lobbies et un registre des visiteurs de l'Élysée. Qu'on sache qui vient rendre visite à Emmanuel Macron semaine après semaine. Et là, on n'est plus dans le contact, on est dans la relation suivie, dans les liens. Et il faut comprendre que pour moi, il faut aller au-delà du... Il est évident qu'il y a eu des services qui ont été rendus à Emmanuel Macron. Le plus concret des services, c'est le financement de sa campagne à coup de chèque de 7 500 €, avec une condition, c'est enlevez-nous l'ISF. Mais au-delà de ces services matériels rendus par l'oligarchie, il faut bien voir que Emmanuel Macron a construit des liens permanents. Et des liens, ce sont aussi des liens affectifs. 1000 liens affectifs avec l'oligarchie. Par ses rencontres, par ses dîners, par la fréquentation de cercles, on en nomme un certain nombre, le collège des Bernardins, et ainsi de suite. Et ce milieu-là est ensemble. Et ces 1000 liens affectifs fait que de toute façon, il serait incapable de mener une politique qui irait contre les intérêts de ses proches, du milieu dans lequel il baigne. Il y a une scène dans mon film, dans notre film avec Gilles Perret, Jouer du soleil, où j'interroge un maire, je dis « Si j'étais Macron, qu'est-ce que vous me diriez ?» Et le maire me dit pourquoi vous avez supprimé l'ISF les riches, ils vous auraient pas embêté, en tout cas, ils vous auraient moins embêté que les gilets jaunes. » Et c'est un passage que j'ai gardé dans mon film avec lequel je suis pas d'accord. Parce que je pense que foncièrement, les riches, s'il n'avait pas supprimé l'ISF, lui auraient fait sans doute beaucoup plus de mal, parce qu'ils sont beaucoup plus proches de lui, parce qu'ils possèdent des médias, parce qu'ils l'encerclent, parce qu'ils le tenaillent, parce que ce sont des relations affectives. Il lui aurait fait beaucoup plus de mal que les gilets jaunes, qui sont un peu éloignés, à qui on peut envoyer les policiers, les flashballs, les LBD, les grenades de désencerclement, les bulldozers. Enfin voilà, donc au fond, les gilets jaunes qui sont assez lointains d'Emmanuel Macron ont une capacité de nuisance qui est nettement inférieure à un groupe de 50, 100 personnes, 500 personnes qui forment l'entourage le plus proche du chef de l'État. Alors, vous évoquez justement dans ce livre le fait que voilà, Emmanuel Macron poussait François Hollande vers la droite, que vous dites justement ça se mérite la gauche, ce sont des combats et des défaites, et même une longue citation qui évoque cela. Finalement, pour vous, François Ruffin, qu'est-ce que d'être de gauche aujourd'hui ? Pour moi, c'est être avec les gens, tu vois, c'est clair. C'est choisir Marie contre Drahi, c'est choisir Cindy contre Bolloré. Enfin voilà, pour moi, c'est ça. C'est clair que c'est sur une échelle qui est plus haut-bas et de tout faire pour que les Marie, les Cindy, les Zoubir, ils aient droit au bonheur. Dans ce pays qui a jamais été aussi riche, les gens, ils doivent avoir le droit au bonheur, tu vois. C'est ça, pour moi, c'est la continuité du Front Populaire, où on a eu les premiers congés payés. Bon, bah, comment ça se fait que dans notre pays, il y a des gamins, tu vois, qui peuvent pas jouer au foot, quoi. Qui peuvent pas aller le samedi après-midi, j'en ai encore rencontré, là. Qui peuvent pas aller le samedi. On m'a raconté ça, bah tiens, j'étais à Marseille, tu vois. On me raconte que des gamins, j'avais 3 gamins en face de moi, des quartiers nord de Marseille,
ils peuvent pas, ils ont pas, on leur permet pas, ils ont pas de club pour jouer au foot. Ils n'ont pas de pognon, ils n'ont pas de piscine, ils installent une piscine sur le terrain de foot, l'été, qui est une piscine, une espèce de piscine gonflable. Voilà, je veux dire, voilà mon engagement, tu sais. Moi, je suis assez mauvais sur le plan théorique. Sur le plan abstrait, par exemple, c'est quelque chose qui, je pense, nous complète entre Jean-Luc Mélenchon et moi. Jean-Luc Mélenchon, qui a une formation de philosophe, parle pas mal de la théorie et il aboutit aux situations concrètes. Et moi, c'est l'inverse. J'ai une très faible capacité d'abstraction. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'intelligent. Parce que je sais qu'au lycée, à partir du moment où ça devenait des idées un peu abstraites, je décrochais, tu vois. Mais ça fait ma force. Parce que du coup, je pars toujours du réel, du reportage, des situations concrètes, de visages de gens, je sais pour qui je me bats. Et pour des visages, des noms, des corps. Et ensuite, à partir de ça, je m'élève en me disant, bon, bah, c'est telle mesure qu'il faudrait prendre, mais ça coince à tel endroit, parce qu'il y a eu telle politique depuis 30 ans. Enfin voilà, j'ai un mouvement qui part du bas et qui monte vers le haut. Donc je vais avoir du mal à te définir la gauche. Mais bon, et puis après, c'est quand même une tradition historique. Je veux dire, je fais mien l'héritage de la Révolution française, je fais mien la Commune, je fais mien Jaurès, je fais mien le Front populaire, je fais mien le Conseil national de la résistance, je fais mien mai 68, je fais mien aussi mai 81. Enfin voilà, je suis dans une filiation comme ça historique. Je me sens dans un courant, quoi. Et du coup, être de droite, alors ce serait... Ben, tu sais, le slogan de ma campagne, alors bon, on va dire que je suis manichéen, mais c'est la réalité qui est manichéenne, hein, pour moi. Mais moi, c'était, ils ont l'argent, nous avons les gens, tu vois. Être de droite, c'est mener une politique pour l'argent, en gros. Hein. Mais tu sais, Macron, il dépasse même le truc de la droite traditionnelle. Il faut comprendre ça. Que son absence d'ancrage local, son absence de lien avec les gens, le fait qu'il ait été dans cette bulle et qu'il soit apparu comme un phénomène politico-médiatique immédiat, fait qu'il y a même des mesures de droite que jamais un gouvernement de droite n'aurait pris. Je pense à 2 mesures, par exemple. La suppression des contrats emploi-solidarité, qui est une catastrophe. Alors moi, je suis contre ces contrats précaires, hein, que les choses soient claires. C'est évidemment pas la panacée. C'est une béquille. Mais pour les gens, une béquille, c'est déjà mieux que de supprimer la béquille et puis écroulez-vous par terre. Et bon, j'ai vu des gens durer pendant des années et des années dans ces contrats-là. Donc c'est pas la solution. Mais les supprimer, c'est pas la solution non plus. C'est pas la solution pour les gens. C'est pas la solution pour les associations. C'est pas la solution pour un certain nombre de municipalités. C'était une décision que un gouvernement de droite traditionnel n'aurait pas pris. Et pas prise avec cette brutalité. Première décision. Et la deuxième décision, c'est par exemple ce qui s'est passé sur les aides au logement des offices HLM. Elle est taillée dans le budget des offices HLM. Chez moi, dans ma circonscription, très concrètement, ça a des conséquences sur Amiens et sur Abbeville en termes de construction de logements sociaux, en termes de rénovation de l'habitat. Voilà, ça a des conséquences très concrètes. Et un mec de droite, normal, qui serait passé par maire de sa ville, responsable d'une société office HLM et tout ça, il n'aurait pas pris une décision comme ça, parce qu'il aurait su que ça allait nuire à la fois aux offices et ensuite aux locataires et aux plus modestes, quoi. Donc je pense que le décrochage d'Emmanuel Macron avec le pays, il fait qu'il y a des décisions qui sont prises qui dépassent le strict appellation droite. Mais pour élargir au-delà de la figure d'Emmanuel Macron, il faut bien voir que Emmanuel Macron est juste l'incarnation d'une hyperclasse qui a décroché d'avec le pays, quoi, qui se vit comme étant avec le monde, qui n'a plus d'attache géographique, qui même s'est séparé moralement du reste de la nation, quoi. Alors il nous reste encore quelques minutes ensemble, François Ruffin. Je salue tous ceux qui nous regardent actuellement, vous êtes très très nombreux à suivre ce live. N'hésitez pas encore une fois à le commenter, le partager. Et puis dans les dernières minutes, on prendra quelques tendances aussi au niveau des questions. Ce qui revenait aussi dans les commentaires, alors il y avait sur votre ambition pour la suite, où il y en avait certains qui poussaient par rapport à 2022, mais il y a aussi d'autres questions par rapport au mouvement des Gilets jaunes qui a commencé depuis donc le 17 novembre dernier, presque donc 4 mois de mobilisation maintenant. Finalement, que faire pour faire bouger les choses? C'est un peu la question que se posent les Gilets jaunes actuellement, qui vont se mobiliser samedi pour le 17e samedi consécutif. Comment réussir aujourd'hui à enclencher un rapport de force? Comment faire bouger les lignes quand on sait que maintenant, depuis
le début de ce grand débat mi-janvier, c'est un peu, d'un côté, le grand débat, je vous poserai une question dessus après, mais d'un côté, le grand débat, puis d'un autre côté, les Gilets jaunes qui continuent à maintenir la pression. D'abord, moi, je crois qu'il faut signaler ce qui a déjà été gagné. Parce que si on dit aux gens qui perdent tout le temps, ça va pas ça qui va leur donner envie de se bouger. Donc, il y a une victoire matérielle, quand même déjà. Moi, il y a un avocat d'affaires qui est venu me voir et qui m'a présenté, tu vois, qui est plutôt côté gilet jaune. Et il y a comme ça des anomalies sociales, et je pense que je suis aussi quelque part peut-être une anomalie sociale. Donc, il est venu me voir et il m'a montré le budget 2019 avant les gilets jaunes. Tout le monde perdait, sauf les 1% qui gagnaient énormément. Il me montrait le budget 2019 après le mouvement des Gilets jaunes. On avait un net rééquilibrage avec tout le monde qui gagnait un peu, pas beaucoup, mais un peu, et les 1% qui gagnaient aussi, rassure-toi. Mais on avait déjà eu quelque chose qui matériellement s'était passé. Et puis il y a une très grande victoire spirituelle. Macron a quand même mis un genou à terre cet automne. Il y a eu un coup d'arrêt mis à l'oligarchie, sinon la réforme des retraites, la réforme du chômage et ainsi de suite serait sans doute menée avec davantage de brutalité, et là il y a une espèce de gel de la situation. Donc voilà, il faut quand même signaler que c'est pas comme si ça n'avait servi à rien. Pour moi, ça a d'ores et déjà grandement servi. Maintenant, ce qu'il faut espérer ce printemps, c'est qu'il y ait une date posée à l'horizon et qui permette de canaliser les forces à nouveau, comme il a été le 17 novembre. Donc là, il y a le 16 mars. Il y a le 16 mars. Il faut évidemment pousser au 16 mars pour que on ait du monde. Vous y serez le 16 mars? Je serai à Paris et à Dions, qui est un point de rassemblement très important aussi dans le sud de la France. Donc 2 points sur la même journée. Donc justement, voilà, il y a d'un côté ce grand débat. Je ne sais pas si vous l'avez regardé un petit peu, si vous en avez un avis. Non, mais alors, en termes de communication ou de marketing, mais ça fait partie de la politique. Je crois que le mouvement des Gilets jaunes a rouvert un imaginaire politique cet automne. Je le disais, avec le gilet, le fait qu'on ne quitte pas le rond-point, qu'on y construise des cabanes. Enfin, c'était tellement original que ça a rouvert un imaginaire politique. Il faut admettre que Emmanuel Macron, avec son grand débat, et avec sa forme d'apparition comme ça à bourg de péage ou ainsi de suite, a inventé une forme qui fait que il a quelque part repris la main sur le terrain de la com, quoi. Donc, et la com, c'est de la politique en soi. Donc, ce que je vois, c'est évidemment sur le fond un débat extrêmement encadré, avec l'impossibilité de remettre en cause la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. On te demande si il faut reculer l'âge de la retraite. Bref, tout ça est très téléguidé pour arriver à des conclusions macronistes d'un point de départ qui est les Gilets jaunes, qui l'était pas tellement. Voire même, on te dit que le RSA, il faudra une contrepartie au RSA. C'est l'un des trucs qui serait évoqué par les Gilets jaunes, par le grand débat, pardon. Il faudrait une contrepartie au RSA, et c'est ce qui sortirait. Je veux dire, sur tous les ronds-points que j'ai vus, j'ai pas vu une seule personne me dire il faudrait quand même que ceux qui touchent le RSA, ils donnent une contrepartie. C'est pas ça. C'est quelle est la contrepartie pour le crédit impôt compétitivité emploi, 40 milliards d'euros. Quelle est la contrepartie pour la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, 5 milliards d'euros. Et là, on ne te pose pas de questions sur les contreparties. Donc, on a un débat qui est très encadré. Bon, mais au-delà de ça, quand on connaît un peu le fonctionnement d'Emmanuel Macron, c'est quand même pas la première fois qu'il fait le coup. En Marche, c'est fondé là-dessus. C'est-à-dire sur allez-y, débattez, faites remonter vos idées, puis tout ça. Les marcheurs, bon nombre y est cru à cette horizontalité, à cette démocratie interne, il y avait des tas de mots anglais en plus avec ça que j'ai oublié, mais bon. Ils y ont cru. Et finalement, à l'arrivée, le programme, c'est Bernard Morad qui le négociait directement avec les dirigeants d'entreprise en essayant de se distinguer un peu de François Fillon, quoi. Donc voilà comment s'est construit le programme. D'où une énorme déception quand on parle de déception avec les marcheurs. Moi, j'ai rencontré un certain nombre de marcheurs qui ont lâché, il y en a beaucoup, le mouvement. Pourquoi ? Parce que on leur a fait croire à la démocratie, on leur a fait croire à la horizontalité, on leur a fait croire que leur débat et puis tout ça allait servir à quelque chose, et finalement, c'est venu d'en haut. Classique. Mais moi, j'ai participé à autre chose. C'est les états généraux de l'alimentation. Où, à la fois pour que les agriculteurs vivent mieux, pour qu'on se nourrisse mieux, il avait été décidé de faire ces états généraux, tels au temps de la Révolution française, mais concernant l'alimentation. Bon,
Ça veut dire qu'il y a eu des dizaines de milliers d'heures de consacrées à des débats à Paris, en province, avec la grande distribution, les syndicats agricoles, les associations, les industriels, les syndicats des industriels, toutes les interprofessions possibles. Et à la fin, ça a accouché d'une cacahuète. Donc, je crains que la conclusion du grand débat, ça soit une cacahuète, là aussi. Voire une cacahuète dont on a déjà décidé ce qu'elle serait, quoi. Bon, on verra, mais peut-être qu'il aura l'habileté de prolonger ça par des commissions, des réflexions, des machins pour... c'est quoi? Tu sais, j'ai lu La guerre des pauvres de Éric Vuillard. Tu as lu ce bouquin ou pas? Non. Je te le recommande. Donc c'est un bouquin qui vient de paraître. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Tu sais, par ailleurs, c'est quand tu es député, quand tu es... tu vois, dans cette énergie, dans ce truc-là, comment tu fais pour pas devenir con? C'est un défi. C'est un défi que de réussir à garder du temps pour lire, écrire, penser, respirer. C'est-à-dire pour moi, amener une autre parole dans la vie publique, tu vois. Et donc dans La guerre des pauvres de Éric Vuillard, il raconte comment au XVIIe siècle, finalement les mouvements protestants qui décrochaient du catholicisme étaient aussi des mouvements sociaux. Était une guerre des pauvres, tu vois. Et il y a eu un mouvement très puissant en Angleterre, et à un moment, le roi et l'église anglicane ont réussi à l'interrompre. Comment? En disant, maintenant, on va négocier. Et ils ont fait enliser les négociations, et à la fin, ils ont réussi à couper la tête de tous les leaders, et puis tout ça. Mais il est évident que quand tu as un mouvement comme les Gilets jaunes, qui a de l'ampleur, et puis tout ça, il faut dire, non, négociation, débat. C'est une manière de geler, ça fait partie de la bataille, quoi. Donc, il faut voir si au terme de ce grand débat, qui se termine donc le 14 mars, on parvient à remettre du jus dans la machine. Moi, je fais mon possible pour. Je fais mon possible pour avec ma parole, je fais mon possible pour avec un livre qui fournit des arguments, je fais mon possible pour avec un film où on vient, je l'espère, rire, pleurer, huer, espérer, quoi. Parlons du train de vie des élus, ça fait partie des choses dont on parle beaucoup au sein du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi dans les commentaires aujourd'hui. Voilà, certains disent aujourd'hui, voilà, on parle de cette déconnexion du président de la République vis-à-vis du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est député, ministre, secrétaire d'État ou sénateur ou autre, voilà, où on a des salaires importants, où on peut avoir tendance à se déconnecter de ce qu'est la vie de beaucoup de Français, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer? Il y en a certains qui pensent qu'il faudrait baisser leur salaire et mettre un salaire qui serait un salaire moyen de celui des Français. Oui. C'est deux questions en une, un peu quelque part, entre la déconnexion et aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, ou est-ce qu'il faut faire même quelque chose? Alors, tu sais que je me paye au SMIC, mais voilà, c'est comme ça, c'est réglé. Bon, donc, je crois... Alors, l'argument que j'entends... C'est un député, je crois que c'est 5700 euros. Et vous avez pris la décision de vous mettre au SMIC. Voilà. Mais je crois que... Enfin, je crois que c'est pas le cœur du problème. Mais généralement, ce que j'entends plutôt sur le rond-point, c'est qu'il faut baisser les salaires parce que ça va faire économiser de l'argent. Ah, il y a ça? C'est beaucoup. Je dois dire que je pense que je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Je veux dire, la démocratie, elle a un prix. Par exemple, je suis pas d'accord avec la diminution du nombre de députés. Je sais que c'est un truc, j'en discute sur les ronds-points, rond-point après rond-point, mais moi, je crois que on a besoin. Le député est comme pour moi un service public de proximité, et que comme on a une gare, comme on a une poste. Comme on a une école, eh bien, il est bon d'avoir un député qu'on puisse interpeller pas trop loin de chez soi. Et que je veux pas un éloignement. Alors le problème, c'est que comme pour les gares, comme pour la poste, comme pour les hôpitaux, quand on veut les privatiser, le train fonctionne tellement mal, par exemple, moi tu vois, encore du retard ce matin sur la ligne Amiens-Paris, que quand il y a la décision de privatisation, on se dit de toute façon, vu comment c'est le merdier, on verra bien ce que ça donnera, ça peut pas être pire. C'est un peu pareil pour les élus. Vu comment, de toute façon, on a l'impression qu'ils servent à rien, et c'est pas faux, parce que l'Assemblée, elle sert pas à grand chose, je l'ai dit, eh bien, on se dit, bon bah, autant supprimer du personnel là-dedans, tu vois. Bon, moi je crois que la question démocratique centrale, c'est comment on rend un rôle à l'Assemblée nationale. Comment on fait pour que dans ce pays, ça soit pas un président qui, avec ses caprices et ses désirs, et c'était la définition du despotisme de Montesquieu, décide du sort de la nation. Tu vois, c'est ça la question. Et pour moi,
la grande question institutionnelle qu'on devrait avoir, c'est comment on redonne du poids à l'Assemblée, comment on redonne du poids aux citoyens et comment on fait que tous les pouvoirs ne soient pas aujourd'hui concentrés entre les mains d'un seul homme. Et c'est pas en diminuant le nombre de députés ou en diminuant leurs revenus qu'on répond à cette question-là. On peut le faire, diminuer les revenus, moi je m'en fous. Mais ça répond pas à cette question-là. Et je crois que pareil, moi tu vois par exemple, j'aurais été favorable à ce que on puisse former un binôme avec ma suppléante et aller une semaine sur 2 à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que ça donnerait du temps l'autre semaine pour respirer. Bon, je suis en garde alternée aussi. Ça donnerait du temps pour respirer, pour continuer à rencontrer les gens près de chez soi. Tandis que là, je vois comment on est pris en étau et comment il va y avoir un accord entre le président de la République et le peuple pour nous prendre en étau et demander à ce qu'on soit présent dans l'hémicycle. Tu vois ? Et dans une forme de présentialisme où lui, il nous veut là-bas du lundi au vendredi, voire le samedi, dimanche, à voter des lois en série pour un certain nombre, moi je ne comprends pas parce qu'elles ne sont pas passées par ma commission, par exemple. Bon, et donc du coup, nous enfermer dans un rôle de contrôle-évaluation, il dit. Contrôle-évaluation, c'est quoi ? Moi, je suis pas là pour être chez Andersen Consulting, quoi. Je suis pas de l'audit. Moi, je veux parler de la démocratie. Je veux venir apporter des idées. Quelle école on veut, quelle justice on veut, quelle démocratie on veut. Et tout ça, c'est pas avec du contrôle et de l'évaluation. Donc, je vois comment on veut nous technocratiser. Tu vois, et on est déjà largement technocrate. C'est pour ça que ça peut marcher, quoi. Mais c'est comment on remet de l'air dans tout ça. Voilà, donc évidemment là, la réforme institutionnelle, et Macron va dire que c'est une demande populaire et machin, mais c'est pas se demander comment on casse le cordon entre l'Assemblée et l'Élysée, c'est même pas comment on rallonge la taille de la laisse, c'est encore un raccourcissement de la taille de la laisse. Donc moi je suis pas du coup tout d'accord avec cette orientation-là, quoi. C'est le loup et le chien, tu sais, le loup il veut pas de collier, et je veux pas un collier qui m'attache à l'Élysée, quoi. Alors, plusieurs questions pour Stanisław parce qu'on vous s'est attendu. Il y a notamment des questions dans les commentaires qui évoquent le fait qu'il y avait un député au mois de décembre qui avait entrepris via un article qui permettre la destitution du président Emmanuel Macron et qui se dit vous, voilà, vous êtes totalement opposé à Emmanuel Macron, vous demandez sa démission, pourquoi vous n'avez pas entamé cette procédure ? Même si on sait que c'est pas avec une ou deux personnes que ça bouge. Mais est-ce que symboliquement, pourquoi vous ne l'avez pas fait symboliquement ? Ouais, peut-être, mais tu vois, c'est une question que je me pose en toute honnêteté. Mais maintenant, tu sais, j'ai déjà tellement le sentiment d'être isolé régulièrement, même si je suis bien. J'en ai parlé au sein de mon groupe. Hein. J'ai évoqué la question, j'ai dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas y aller, tu vois ? Allons-y franchement, quoi. Donc, je me suis posé la question, je ne peux pas dire que je ne me la pose pas encore. Maintenant, j'apparais déjà comme tellement un marginal dans le système, c'est fatigant, quoi. Ça sera la peur d'être encore plus marginalisé. Oui, tu vois, prendre des décisions tout seul, il faut que j'arrive à entraîner un certain nombre de volontés avec moi, même si de toute façon on sait que c'est à la fin. Dans le groupe parlementaire de la France Insoumise, ils sont pas chauds. Je peux pas dire que j'ai mis les couverts régulièrement, je l'ai évoqué comme ça, et puis bon, c'est tellement un acte de rupture que bon, je pense qu'il faudrait en reparler, et bon, voilà. Ça change peut-être aussi avec Jean-Luc Mélenchon à voir. Oui, mais on en a déjà discuté, mais comme ça, ça n'a pas été au cœur, ça n'a pas non plus été au cœur d'une discussion, mais oui, c'est une question que je me pose. Maintenant, c'est tellement un acte de pur symbolique. Il faut une convergence collective pour vous du groupe. Oui, à minima, il faudrait. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une union des insoumis, des communistes, d'un certain nombre de députés qui disent voilà, la mesure est dépassée, quoi. Moi, tu vois, par exemple, un truc, je sais pas si il y a aujourd'hui mon collègue Loïc Prudhomme qui s'est pris des coups de matraque. Ouais, et justement, c'est un échange intéressant parce que il y a eu justement ce qui s'est passé du côté de Bordeaux, où justement Loïc Prudhomme a interpellé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Il y a eu une réponse très en disant il n'avait rien à faire là, en prenant même certains faits, du fait qu'il baisse son bouclier, etc. Ça a été assez très virulent de la part du ministre de l'Intérieur. On a des députés qui se prennent des coups de matraque sur la figure, le préfet qui dit la police a fait son travail, et le ministre de l'Intérieur qui dit qui couvre le préfet en disant c'est normal qu'un député se prenne des coups de matraque, il avait qu'à pas être là. Bon, même s'il faisait rien, mais tu vois, moi, ce qui me choque, je trouve que là, ça touche un représentant, mais putain, tu vois, on a eu semaine après semaine des estropiés, des œuborgnés, des mutilés. Tu vois les photos. Les gars, peut-être qu'ils n'avaient pas à être là, mais bon sang, t'es humain, t'es président de la République.
t'es Premier ministre, t'es ministre de l'Intérieur. À un moment, tu dis, on est désolé, tu dis aux familles, ça va pas, tu dis aux victimes, ça va pas, tu te demandes ce que tu vas faire pour que ça ne se reproduise pas le samedi d'après. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un mot de compassion. Et moi, depuis tout le temps qu'il y a eu tout ça, et là on en est à des dizaines et des dizaines de gens dont la vie sera plus la même après parce qu'ils ont participé à des manifestations, qui avaient aucun acte de violence, qui traînaient par là. Tu vois, il y a quand même eu des morts aussi à Marseille, une vieille dame qui meurt, et tu entends pas des mots d'excuse, des mots de compassion. C'est comme si, en fait, je vais te dire, le cœur, j'ai entendu ce mot, c'est le néo-darwinisme. On est dans un néo-darwinisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la classe dirigeante rattachée à l'oligarchie considère qu'au fond, nous n'appartenons plus à la même espèce. Et que donc, les hommes en jaune et les gens qui ne sont rien, on peut venir les humilier par des propos, mais aussi les estropier sans que ça soit nos semblables, tu vois. Et moi, je dis simplement, nous sommes semblables, bordel, tu vois. Et tu sais, c'est vrai que je ne peux pas ne pas relier ça au fait, par exemple, au comportement à l'égard du réchauffement climatique. Quand une amie revient de la City et me raconte que les traders, ils sont en train d'investir en Norvège parce que c'est là-bas qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir échapper au réchauffement, ou alors que dans la Silicon Valley, et avec des gens auxquels Emmanuel Macron est très attaché, tu vois, il faudrait s'interroger, je ne le fais pas, tu vois, c'est pas assez philosophique de ce point de vue-là, mais sur la relation d'Emmanuel Macron aux nouvelles technologies, à tout ce qui est start-up, à ce qui pourrait être aussi l'homme augmenté. Et donc, quand tu vois que la Silicon Valley prépare sa migration en masse en Nouvelle-Zélande pour échapper au réchauffement, ben voilà, on a là une hyperclasse qui pense qu'elle va échapper au sort commun, quoi. Et moi, mon œuvre, c'est de tenter de dire, mais bordel, on est sur le même bateau, il faut qu'on fasse société, il faut que cette hyperclasse qui est sur son mont Olympe avec le président Jupiter, il faut qu'on la ramène sur Terre, quoi. Il faut qu'on la ramène parmi nous. Ces violences policières dont vous parliez il y a quelques instants, chez dans votre livre, vous en parlez à la fin, même vous dites une émotion, vous pleurez même en voyant certaines images. Finalement, ce maintien de l'ordre aujourd'hui contesté, parce qu'il y a des milliers de blessés du côté des Gilets jaunes, il y en a aussi beaucoup du côté des forces de l'ordre. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça, et si oui, comment? Écoute, moi je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, mais je sais que il y a eu un changement de doctrine dans le maintien de l'ordre en France sous Emmanuel Macron. Tu vois, le fait qu'on retourne à des choses beaucoup plus mobiles, qu'on poursuive les gens, qu'on tire de loin et tout ça, il y a eu un changement de doctrine qui fait que c'est plus la même chose. Je suis pas un spécialiste de ça, mais je pense que c'était parfaitement évitable. En tout cas, on peut pas tirer sur des gens qui sont en train de rien faire, tu vois, sinon participer à une manifestation et derrière ne pas se demander, mais où mène-t-on notre démocratie, quoi? Où mène-t-on notre pays? Christophe Castaner, il doit démissionner pour vous aujourd'hui? Oui, mais si tu veux, moi je souhaite aussi la démission du président de la République, donc mais voilà, je souhaite la démission du président de la République. Peut-être qu'il va falloir terminer. Ouais. J'aurais deux petites questions pour finir, mais voilà. Moi, je crois que la légitimité du président de la République, elle est entamée parce que je mets à nu dans mon livre, c'est-à-dire une espèce d'élection truquée avec ses accointances permanentes, avec les grands patrons de presse qui lui réservent une couverture qui est pas du tout équivalente à celle des autres candidats. Et à partir de ce moment-là, on a pour moi une élection qui est quand même trafiquée. Donc il faut que les gens puissent partir, les candidats puissent partir à égalité dans cette course-là. Donc voilà, et moi de toute façon, je souhaite qu'il y ait une démission pour qu'on arrive à un autre... alors soit une autre république, mais que de toute façon, il y a un rééquilibrage des pouvoirs et que, tu vois, tu parles de 2022, ça veut dire, je vois comment les journalistes et les journalistes politiques il y a une névrose du personnel politique, il y a une névrose des journalistes politiques, il y a une névrose de tout ce qui touche à la politique en France, qui est l'élection présidentielle, quoi. C'est grave. De se dire que la démocratie, c'est une fois tous les 5 ans, et que la vie politique, la vie démocratique, elle va tourner
autour d'un seul homme pendant 5 ans. Et tu vois, moi, à peine je suis élu député, on est en juin 2017, et dès les jours qui suivent presque, ou les semaines qui suivent, on m'interroge sur 2022. On vient à peine de passer 2017. Et les gens dans les commentaires étaient nombreux aussi, et c'est de là vient cette question. Moi je dis très Non, sincèrement, je l'avais même pas préparé celle-ci, elle vient des gens qui nous regardent, qui étaient très nombreux, bah voilà, à voir cette ambition plus loin pour vous. Parce que vous avez fait part de l'ambition aussi personnelle. Oui, oui. Et je pense que c'est aussi là-dessus que les gens ont Mais j'ai une ambition pour ce printemps, c'est déjà de participer, je l'espère, à un mouvement social. Et tu vois, je le dis, mais moi, les gens qui étaient sur les murs de ma chambre, c'était pas des dirigeants politiques. Et les grands mouvements que j'apprécie, c'est des mouvements d'effervescence populaire. Alors, en parlant d'effervescence populaire, il y a ce qui se passe actuellement en Algérie. Oui. On voit depuis maintenant près de 2 semaines le peuple algérien qui se soulève contre le fait qu'Abdelaziz Bouteflika, président en place depuis 20 ans, se présente pour un 5e mandat. Vous, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire beaucoup de sympathie évidente, quoi. Bon, il y a un effet peut-être aussi lié à la rente pétrolière, comme on le voit dans d'autres pays, hein, qui s'effondre. Et donc peut-être qu'il y a des soubassements économiques à une révolte populaire, mais comment ne pas comprendre que les gens souhaitent d'autres dirigeants pour leur pays, que quelqu'un qui voit même plus à l'apparaître à la télévision, enfin voilà, bon, je dis pas qu'il faut tout le temps un dirigeant de 41 ans et que ça résout tout, puisque je viens d'écrire un livre là-dessus, mais enfin, une société qui est jeune comme l'Algérie, je comprends parfaitement que les gens, ils aspirent à autre chose, quoi. Pour conclure ce live, peut-être une question, la France de François Ruffin, comment serait-elle? Vous avez fait beaucoup de constats sur la politique menée par le gouvernement actuellement. Mais comment faire pour aujourd'hui toutes ces situations que vous avez évoquées dans votre livre avec beaucoup de passion, beaucoup de force de ces personnes en difficulté? Comment faire en sorte pour qu'elle ait un avenir meilleur que celui qui n'est aujourd'hui? C'est pas possible de résoudre une question comme celle-là en 30 secondes à la fin de... Ouais. Tu vois, c'est évident. Maintenant, je vais redire ce que j'ai dit à un moment dans le truc. De toute façon, je sais pas... en termes de... moi, j'ai pas de société idéale, tu vois. Je sais qu'on n'arrivera pas à la société idéale, que pour moi, elle n'existe pas, que... il y a un chemin, mais il n'y a pas un but ultime, il n'y a pas de fin de l'histoire, donc l'histoire est en permanence à recommencer. En revanche, il faut que les gens qui arrivent au pouvoir, ils aient une obsession, c'est le bonheur de Cindy, c'est le bonheur de Marie, c'est le bonheur de Zoubir, et c'est pas le bonheur ou les dividendes de Xavier Niel, Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère et Patrick Drahi, tu vois. C'est pas que je leur souhaite du malheur à ces hommes, mais l'obsession de gens qui sont élus par le peuple, ça doit être le bonheur du peuple. C'est tout. Merci beaucoup François Ruffin. Alors, je vais pas vous le donner dans les mains parce qu'on ne peut pas faire l'autopromo comme tout à l'heure, mais je vais quand même le montrer à l'image. Ce livre, je vais le mettre comme ça pour montrer à ceux qui nous regardent. François Ruffin, ce pays que tu ne connais pas. Bienvenue en France, Monsieur Macron. C'est ce livre qu'on a évoqué actuellement, qui est donc dans toutes les librairies de France depuis quelques jours maintenant. Ouais, 2 semaines maintenant. 2 semaines maintenant, voilà. On vous remercie en tout cas beaucoup, François Ruffin, d'avoir accepté notre invitation. C'était votre première interview dans la média nationale depuis le début de l'année 2019. Après donc 3 mois, vous étiez consacré à écrire ce livre et puis aussi ce film Jeu du Soleil, qui est en lien justement avec ce mouvement des Gilets jaunes. Tout à fait. Je pense que je produis un diptyque qui est quelque part un film d'amour et un livre de combat. Même s'il y a aussi de l'amour pour les gens dans le livre, mais enfin, c'est un livre de combat en faveur de la démocratie et contre l'oligarchie, quoi. Eh ben, merci beaucoup François Ruffin pour cette interview sans langue de bois que vous pouvez tous voir ou revoir pour ceux qui nous suivent sur ce live qui viennent d'arriver maintenant. Rien n'est perdu, dans quelques instants le live se termine et vous pourrez le retrouver en intégralité. Merci à tous ceux qui l'ont suivi et puis merci encore à vous François Ruffin. Merci à vous. Merci à vous.